Bienvenue sur le webinaire du cabinet d'avocats CBA. Donc, je me présente, je suis Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Et mon cabinet intervient aussi bien pour les particuliers que les entreprises. Et une des spécialités du cabinet est l'expatriation fiscale. Donc, c'est le thème de ce webinaire de ce jour. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat et je regarderai au fur et à mesure. Je vais tout de suite mettre la présentation à l'écran et puis on va rentrer dans quelques détails. Voilà, on y arrive. Le document. Voilà, nous y sommes. Alors, le premier élément dont je voudrais vous parler et qui est essentiel pour bien comprendre la problématique de l'expatriation fiscale, c'est la notion de résidence fiscale. Lorsqu'on souhaite quitter la France pour aller vivre dans un autre pays, on ne va pas le faire, on ne va pas regarder vos impôts en fonction de votre nationalité. On va regarder où vous devez payer des impôts à l'avenir en fonction de votre résidence fiscale. Il y a principalement 3 critères en droit interne et en droit conventionnel qu'on va retrouver, premièrement, celui du foyer d'habitation, ce qu'on appelle le foyer d'habitation ou le lieu de séjour principal. Alors, en droit interne, on ne va pas tenir compte de la famille. En droit conventionnel, souvent, on va tenir compte des membres de la famille, où est-ce qu'ils se trouvent. Et quand on parle de membres de la famille, c'est souvent les enfants. Donc, c'est un critère important. Néanmoins, souvent, vous allez, et vous le savez, hein, si vous souhaitez aller vivre à l'étranger, souvent les personnes conservent une résidence en France. Donc, ce critère du foyer en France n'est pas primordial parce qu'on va se retrouver avec une personne qui a un foyer en France et puis, par exemple, un foyer au Portugal, aux États-Unis, en Thaïlande. L'élément principal pour moi et au regard du droit français, c'est l'activité professionnelle salariée, ce qu'on appelle aussi, mais de manière totalement différente dans les conventions, le centre des intérêts économiques et vitaux. Donc, où est-ce que vous travaillez, d'où vous sortez vos principaux revenus? Alors, il faut faire très, très attention parce que la jurisprudence française a démontré qu'on pouvait être amené à vivre à l'étranger, quasiment pas venir en France, mais être considéré comme résident fiscal français. Et le dernier élément qui est bien souvent, donc là on a parlé des deux, activité professionnelle et intérêt économique, c'est la durée de séjour, le fameux 180 jours. Alors, juste je reviens sur l'intérêt économique parce que j'en ai pas parlé. On va regarder d'où vous prenez vos revenus, d'où vous prenez, où vous possédez votre patrimoine et on va regarder s'il est plus en France ou s'il est plus à l'étranger. La grande différence entre l'article 4B en droit interne et le droit conventionnel, c'est que, au regard du droit interne, il suffit que vous remplissiez une des conditions pour que vous soyez considéré comme résident fiscal français. À l'inverse, en droit conventionnel, on va faire l'analyse dans les deux pays et on va descendre les critères. Donc, on va regarder foyer d'habitation permanent, le centre, le lieu de séjour, le centre des intérêts économiques et, à défaut, la nationalité. Et à partir du moment où un des critères n'est rempli que dans un pays, on va considérer que vous êtes résident fiscal de ce pays. Et c'est pour ça que c'est très important de regarder, quand vous partez quelque part, est-ce que la France a signé une convention fiscale avec ce pays? Parce que votre meilleure protection, ce sera toujours la signature d'une convention fiscale. Alors là, on est vraiment, on n'est pas dans la pratique, on est dans du droit dur, plutôt compliqué à comprendre, mais c'est ce qu'il faut retenir pour vous, c'est qu'il ne suffit pas de dire je vais vivre à l'étranger pour être résident fiscal étranger et ne plus avoir aucun lien avec la France. Alors, on a certains pays, certaines destinations prisées comme le Portugal ou Israël où ça peut poser un problème parce qu'on va arriver avec des régimes fiscaux privilégiés. On a aussi le Maroc. Et donc, la France va tenter de requalifier la résidence fiscale. C'est beaucoup moins problématique avec des pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou les États-Unis.
Donc, chaque pays signe ou a signé avec la France une convention fiscale et chaque convention fiscale est différente. Quand on dit que la convention fiscale est différente, elle a un socle commun parce que la convention, souvent, est rédigée selon le modèle de l'OCDE. Et puis après, on a des différences selon les pays qui vont être en matière de critères de sources de revenus, en matière de crédit d'impôt. Donc, voilà la base. Donc, quand on souhaite partir dans un pays, on regarde d'abord, la France a signé une convention avec ce pays de destination et qu'est-ce qu'il est prévu dans cette destination. Alors, le deuxième réflexe à avoir, ça va être d'aller analyser les sources de revenus en fonction du pays d'où elles proviennent. Le principe, c'est que lorsque vous devenez résident fiscal étranger, vous allez avoir une imposition dite restreinte en France. Pourquoi? Parce que vous allez passer d'une imposition mondiale sur votre revenu, votre patrimoine en France, à une imposition uniquement sur les revenus de sources françaises et sur le patrimoine de sources françaises. Alors, j'ai choisi de prendre quelques exemples les plus intéressants. D'abord, les pensions et retraites. Généralement, alors je parlerai toujours de généralité lors de ce webinaire parce que bien évidemment, vous avez compris que la situation est différente selon que l'on soit dans tel ou tel pays. Généralement, les pensions de retraite publiques restent toujours imposables en France et les pensions de retraite privées sont imposables dans l'État de résidence. Important à savoir, un non-résident fiscal français n'est pas imposé de la même manière qu'un résident fiscal français. Je prends l'exemple des retraites publiques. On va avoir une retenue à la source qui ne tient absolument pas compte du quotient familial, tel que vous le connaissez si vous êtes résident fiscal français. Donc, un couple avec 2 enfants qui décide de s'expatrier n'aura pas une imposition similaire s'il conserve des revenus de source française. Et souvent, on a une augmentation, mais alors très très importante de l'imposition. Pourquoi? Parce que sur la rémunération, c'est la même chose sur les traitements et salaires, mais sur la retraite ou les traitements et salaires, on va avoir une imposition qui ne va pas tenir compte du nombre de personnes et donc qui va quasiment être imposée à partir de 14 000 euros, on a une imposition à 12%. Or, si on considère que vous avez 2 enfants ou des réductions d'impôts, le cas est différent. Un non-résident ne bénéficie plus en France, à partir du moment où il part, de réduction ou de déduction d'impôts. Alors, le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est les revenus de capitaux mobiliers. Par exemple, vous avez les titres ou des parts d'une société française qui va vous distribuer des dividendes. L'imposition est forfaitaire et dépend de la convention fiscale. Généralement, dans le cadre des conventions signées par la France, on a une retenue à la source de 15%. Alors, il faut bien comprendre que c'est une retenue à la source, ce n'est pas un impôt français. Donc, le non-résident, il n'aura jamais à déclarer cette somme dans le cadre de sa déclaration d'impôt. Il doit juste payer cette retenue à la source dans le mois qui suit la perception du revenu, et généralement, ce n'est pas lui qui le paye, ça va être la société française qui le paye pour lui. Alors, élément important, au cours des dernières années, on a vu une variation d'imposition plutôt élevée sous François Hollande et réduite sous Emmanuel Macron, notamment avec la flat tax. Un non-résident n'est pas impacté par ces augmentations parce qu'encore une fois, il n'est régi que parce que décide la convention fiscale. Et généralement, c'est le 15%. Le 10% est plutôt une exception dans les conventions fiscales signées avec la France. On a Singapour qui est passé à 10%, Hong Kong est à 15%, et généralement les pays européens
son destinataire avec du 15%. Autre élément, les revenus fonciers. Nous, on le voit beaucoup, nos clients conservent principalement des revenus de source française et donc des revenus fonciers. Le revenu foncier est intéressant pour un non-résident lorsque il est en nombre important. On va dire quand vous avez des revenus fonciers importants. Si vous avez des petits revenus fonciers, il y a quand même une imposition qui est pénalisante par rapport à un résident fiscal français. Je m'explique. Un non-résident va être imposé dès le premier euro à hauteur de 20% jusqu'à 27 000 euros de revenus fonciers. À cela, il va falloir ajouter les contributions sociales. Donc, vous constatez tout de suite qu'on est à 37,2% d'impôt. Et au-dessus de 27 000 euros, on va être à 37,2%. Alors pourquoi je vous ai dit la situation peut être intéressante pour les personnes qui perçoivent un montant important de revenus fonciers? C'est que dans la législation française, on a plusieurs tranches, et notamment une tranche à 41% et à 45%, qui n'existe pas pour les non-résidents. Donc, si vous vous trouvez dans ces tranches-là pour vos revenus fonciers, le fait de devenir non-résident va écraser votre imposition. À l'inverse, vous verrez que, encore une fois, la personne, le foyer fiscal qui va passer de résident à non-résident sur les revenus fonciers, on a vraiment une vraie problématique sur les montants un peu bas. Et souvent, on est obligé, nous, de préconiser des montages lorsque les personnes ont différents biens. Lorsque la personne a un ou deux biens, bon, c'est compliqué de faire surtout si elle ne détient pas les biens par l'intermédiaire d'une SCI. Si elle a un nombre de biens plus important, là, on va véritablement essayer de trouver un montage, notamment au travers de l'impôt société, pour réduire cette imposition. Alors, on a vu les principales sources de revenus qui pourraient poser problème. On a surtout un sujet, lorsqu'on décide de partir, qui peut être un peu compliqué, c'est l'exit tax. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'exit tax ne concerne pas que les dirigeants d'entreprise ou les personnes qui détiennent des parts dans des sociétés. C'est quoi l'exit tax? On va regarder les parts que vous détenez dans des sociétés soumises à l'impôt société et on va considérer que vous serez redevable de l'exit tax si vous détenez au moins 50% des bénéfices sociaux de la société ou si vous détenez des droits sociaux excédant 800 000 euros. Donc, on peut se trouver avec des personnes qui, sans avoir 50%, ont une valeur d'une société de 800 000 euros. Alors, l'exit tax, c'est l'imposition des plus-values latentes. Je m'explique. Vous avez acheté des parts sur une valeur unitaire de 100. Le jour où vous partez de France, ça vaut 200. On va donc vous demander de déclarer ce différentiel et en fonction de la date de cession des titres, vous seriez amené à payer la plus-value sur ce différentiel de 100 en se basant sur la date de votre départ de France. Alors le problème, c'est que ça incite quand même des dirigeants d'entreprise à partir, lorsqu'ils voient que leur société peut avoir une vraie valeur, à partir très vite, en se disant « je pars parce que ma boîte a une valeur aujourd'hui raisonnable et que ça me permettra d'optimiser ». On a, selon l'exit tax concerne par définition les plus-values de valeur mobilière. Donc, la destination idéale pour moi est quand même la Belgique. Alors, on a un mécanisme plutôt compliqué parce qu'on va aller distinguer l'exit tax pour les personnes qui partent en Europe, pour les personnes qui partent en dehors de l'Europe. Et en dehors de l'Europe, on va avoir des sujets selon que les pays ont signé avec la France des conventions en matière d'assistance fiscale ou en matière d'assistance au recouvrement. Alors, on va prendre deux extrêmes. Imaginez que vous partiez en Belgique. Votre exit tax n'est pas préalable à votre départ de France. La première déclaration d'exit tax devra être faite avec la déclaration d'impôt sur le revenu relatif à l'année de départ de France. À l'inverse, je prends l'hypothèse
totalement opposé, vous décidez de partir en Israël, vous avez l'obligation de déposer un dossier d'exit tax 3 mois avant de partir, au moins 3 mois avant de partir, et de constituer des garanties. Au sein de l'Europe, on ne constitue jamais de garantie parce que ça serait une entrave à la libre circulation. Alors, on peut trouver le mécanisme compliqué. Le mécanisme tel que je le présente ici n'est pas très compliqué, mais le sujet, c'est qu'en France, on aime faire compliqué et donc on a aujourd'hui 3 régimes différents. C'est ce que vous voyez en bas de la page de présentation. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est quoi les 3 régimes? Eh bien, c'est les 3 derniers présidents que nous avons eus. Donc, on a la première exit tax pour les départs compris entre 2011 et 2013, sur une durée de 8 ans. On va dire c'est l'exit tax Nicolas Sarkozy. 2014 à fin 2017, on est sur 15 ans l'exit tax François Hollande. Et puis, on est, depuis 2019, on est à 2 ou 5 ans exit tax Macron. Alors, la stupidité du système, c'est que quelqu'un qui part aujourd'hui dans le mécanisme d'exit tax Macron, il va être amené, il va ressortir plus vite de l'exit tax que quelqu'un qui est parti à l'époque de François Hollande. Alors, comme vous, par définition, vous êtes résident fiscaux français ou vous l'avez été pendant un certain temps, ça ne vous étonnera pas, mais on a vraiment un millefeuille et honnêtement, dans mon cabinet, on fait beaucoup d'exit tax. Ce système est incompréhensible. Déjà qu'il est très, très compliqué à mettre en œuvre. Alors, pour la petite anecdote, aujourd'hui, on arrive sur la fin de l'exit tax période Sarkozy. Donc, généralement, pour sortir de l'exit tax, il faut donner la preuve à l'administration fiscale que vous êtes plus, que vous détenez encore les titres. Parce que si vous ne détenez plus les titres, ça veut dire qu'on aurait payé la plus-value et donc l'exit tax. Le problème, c'est que nous, on a dû faire une quinzaine de déclarations de sortie d'exit tax en juin 2020. Aujourd'hui, on n'a aucun retour et tous les mois, on nous dit attendez, attendez, ça va venir. Il y a un vrai problème de gestion de l'exit tax au centre des non-résidents. Mais c'est extrêmement important d'en parler parce que si jamais vous rentrez dans le cadre de l'obligation de souscrire une déclaration d'exit tax et vous ne la faites pas, l'administration fiscale peut vous demander le paiement immédiat de la plus-value, même si elle vous la rembourserait au bout de 2 ans ou 5 ans. Alors, autre élément dont je voulais vous parler, les plus-values immobilières. On a un principe un peu particulier concernant la résidence principale. Selon le pays de destination, on va vous permettre de vendre la résidence principale dans les 12 mois qui suivent votre départ de France. Maintenant, dans certains pays de destination, typiquement, c'est le cas pour le Portugal, hein. Typiquement, Israël, on ne va pas vous le permettre parce que les conventions fiscales signées avec Israël ne sont pas suffisantes et ne remplissent pas certains critères. Donc, le jour où vous posez votre pied en Israël, vous perdez l'abattement résidence principale. Si vous détenez votre bien depuis 30 ans, ce ne sera pas un sujet. Mais si vous le détenez depuis moins de 30 ans, vous risquez une imposition. D'où la nécessité, nous, lorsqu'on analyse les dossiers de nos clients, leur dire attention, vendez-le, donnez-le, mais faites quelque chose tant que c'est votre résidence principale. Sur le calcul de l'impôt, on en a parlé rapidement. Je vous rappelle que on n'est plus imposé selon le barème progressif. On est imposé principalement, alors si on prend principalement, hein, à hauteur de 20% dès le premier euro, après 30%, puis après on a des catégories un peu différentes, comme j'ai pu vous l'expliquer, retraite, traitement et salaire d'un côté, puis on a d'un autre côté les revenus de capitaux mobiliers. Élément à connaître, c'est ce que nous préconisons à nos clients pour expliquer comment fonctionne le départ de France. Parce que s'expatrier, c'est une vraie problématique de remplir des obligations. Première chose qu'il faut savoir, l'année de départ de France
vous aurez une déclaration un peu compliquée, on va dire un peu bâtarde, qui est une double déclaration. Du 1er janvier à votre date de départ de France, vous aurez une déclaration 2042 classique, comme celle que vous avez l'habitude de remplir habituellement, donc avec des revenus, des déductions, des réductions d'impôts, éventuellement vos enfants à charge ou rattachés au foyer fiscal. Voilà, avec des obligations déclaratives du type compte bancaire à l'étranger ou contrat d'assurance vie à l'étranger. Et puis, on va prendre l'exemple de la personne qui part, on est le 29 janvier, on va dire le 1er février 2020. Donc cette première déclaration irait du 1er janvier au 1er février. Puis la deuxième période de l'année, 1er février, 31 décembre, une déclaration 2042 NR, NR comme non résident. Cette déclaration, elle est souscrite lorsqu'on part de France et lorsqu'on revient en France. C'est quoi? C'est l'analyse des revenus de source française que vous avez à déclarer. Alors, si on prend les principes de tout à l'heure, ça va principalement concerner des revenus fonciers, des traitements et salaires et des retraites. Pas de réduction, pas de déduction d'impôts. Donc, il faut un peu aller faire son marché dans la convention fiscale qui a été signée entre votre pays de destination et la France pour voir ce qu'on va être amené à mettre ou à ne pas mettre. Ça, c'est la spécificité. Autre élément, nous, lorsqu'on gère un dossier de départ de France, généralement, nous, on a des clients qui viennent très longtemps à l'avance, souvent des fois un an, voire plus, et puis d'autres clients qui viennent 15 jours, un mois avant. Et donc, on va, nous, déjà analyser leurs différentes sources de revenus pour pouvoir calculer un impôt en vitesse de croisière en qualité de non-résident. Ce qu'on va souvent faire aussi, soit directement, soit par le biais de nos correspondants, calculer l'impôt qui serait amené à payer dans l'état de destination. Car si on a des pays avec une fiscalité avantageuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Portugal, le Maroc, Israël, on a aussi l'Italie qui a un mécanisme particulier et l'Espagne, il n'en reste pas moins que la base, c'est que normalement, quand vous arrivez, vous allez avoir un impôt à payer sur vos revenus. Alors, et plus ou moins important. Je prends l'exemple des États-Unis. Si vous allez vivre en Floride, vous avez un impôt plutôt raisonnable. Si vous allez vivre en Californie, vous avez un impôt nettement plus élevé qu'en France. Vraiment nettement plus élevé. Alors, ça peut surprendre, mais c'est plutôt sérieux. Donc, il faut vraiment se poser la question de la problématique fiscale et se dire, est-ce que lorsque je pars, comment ça se passe côté français, côté pays de destination, et quelles vont être mes obligations? Ce n'est pas parce que vous devenez encore une fois résident fiscal portugais, américain, qu'on oublie et on n'a plus aucune obligation vis-à-vis de la France. Petite anecdote quand même, au sein de l'Union, typiquement, nous, on a quelques dossiers tous les ans, et on en a eu il y a un mois, où une personne qui est partie en Espagne nous dit « mais je ne comprends pas, le fisc espagnol vient de me saisir une somme pour le fisc français ». Et quand on regarde le dossier, cette personne n'a pas fait sa dernière déclaration d'impôt, donc elle a été soumise à une taxation d'office. Elle n'avait même pas informé l'administration fiscale de son départ, donc l'administration l'a retrouvée grâce à la Poste, et elle a juste demandé, au regard des accords européens, à l'Espagne d'aller saisir le compte bancaire qu'elle détenait en Espagne. Et c'est toujours un peu surprenant de voir ça, mais on voit effectivement un document du fisc espagnol indiquant qu'en application des textes européens, à la demande de la France, elle effectue une saisie. Et là, pour le coup, c'est compliqué d'aller contester ces sommes. Il faut le faire non seulement en Espagne, mais également en France, dans l'exemple que je viens de vous donner. Dernier point que je souhaitais soulever aujourd'hui, l'aspect pratique. L'aspect pratique, lorsqu'on part de France, on prévient les autorités fiscales françaises.
Alors nous, lorsqu'on nous confie un dossier, c'est nous qui le faisons et tous nos clients sont domiciliés à notre cabinet pour des raisons de facilité, parce que c'est compliqué de suivre la fiscalité française lorsqu'on vit à l'étranger. Mais il y a un certain nombre d'éléments qu'on va demander, nous. La preuve de la résidence fiscale dans le pays, on va souvent l'établir avec eux ou par le biais d'un confrère. On va leur demander de se déclarer auprès du consulat de France pour pouvoir obtenir la carte de Français résidant à l'étranger et puis aussi, surtout, l'inscription sur les listes électorales du consulat du pays. Il faut bien savoir, lorsque la France vient contester une résidence fiscale, l'inscription au consulat est un élément extrêmement important. Le fait de continuer à voter en France alors qu'on est censé être résident fiscal belge, voilà, c'est pas un élément. Mais sur la Belgique, c'est le pays où on a le plus de jurisprudence parce que même si la destination est moins en vogue depuis quelques années, on a des jurisprudences, par exemple du Conseil d'État, qui explique qu'une personne qui prenait ses recommandés en France constamment, même si ses comptes bancaires étaient domiciliés en Belgique, pouvait être considérée comme un résident fiscal français. Parce que on ne comprenait pas qu'elle prenne ses recommandés en France. Donc, on est sur de la jurisprudence très, très agressive, donc il faut faire très attention. Maintenant, l'administration fiscale, elle ne viendra jamais vous chercher pour quelques milliers d'euros. Elle va venir vous chercher parce que vous avez vendu une société, il y a des biens qui l'intéressent. Donc, faire attention aux différents critères. L'inscription au consulat est extrêmement importante. Après, on va avoir une problématique pratique qui est celui du prélèvement à la source. Alors, si vous êtes sur un employeur français et que vous allez changer d'employeur, il n'y a pas de problématique. Ça continue comme avant. Mais pour les caisses de retraite, et notamment les caisses de retraite privées, on prend l'exemple de tout à l'heure où vous décidez de partir le 1er février. On va avoir une problématique parce que vous allez voir qu'en février ou mars, votre caisse de retraite va continuer à vous prélever. En réalité, il va falloir écrire à toutes vos caisses de retraite pour faire stopper les prélèvements et après déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale française pour qu'elle puisse, elle, vous rembourser les sommes indûment perçues. Donc, voilà les éléments pour moi importants. Ce qu'on souhaitait vous présenter sur notre savoir-faire au cabinet concernant l'expatriation fiscale. Les deux grands principes qu'il faut retenir, la nationalité n'est pas un critère d'imposition, c'est la résidence fiscale. Et la résidence fiscale, elle doit se prouver au regard de critères qui sont souvent présents dans la convention fiscale. Autre point, lorsqu'on part, on le notifie à l'administration fiscale. On en tire les conséquences dans la déclaration d'impôt qui suit. Parce que, je prends un dernier exemple, celui de l'obligation de déclarer des comptes à l'étranger. On s'est trouvé avec l'échange automatique ou CRS qui a été mis en place par l'OCDE, notamment principalement depuis le début de l'année 2020, avec des cas de personnes qui ont été dans l'échange alors qu'ils vivent à l'étranger mais n'ont jamais signifié le départ de France à l'administration fiscale française. Donc c'est vraiment nécessaire parce que tant que vous ne le faites pas, la France considère à juste titre qu'elle a une vision mondiale de votre patrimoine et de vos revenus et qu'elle peut donc vous imposer et que vous avez un certain nombre d'obligations. Donc si vous ne voulez pas avoir d'ennui, il faut vraiment couper ce lien-là pour après avoir uniquement le souci des revenus de source française. Voilà, alors je vois qu'il y a une question de Hugo qui nous dit « La CSG est toujours prélevée sur les non-résidents vu que nous ne sommes plus affiliés à la sécurité sociale française. » Alors, le sujet est un peu différent. La CSG, par exemple, sur les revenus de capitaux mobiliers, elle n'est pas prélevée. Elle va être prélevée principalement sur les revenus fonciers. Après, il va falloir regarder si vous êtes
dans un pays de l'Union européenne ou pas, parce que si vous démontrez que vous êtes affilié à une sécurité sociale européenne, on va vous exempter de la CSG-CRDS. Et pour les personnes qui sont en dehors de l'Europe, vous serez effectivement obligatoirement redevable de la CSG-CRDS. Alors, cette question me permet d'aborder un dernier point qui n'est pas un point fiscal, mais qui est un point que tous mes clients m'ont toujours posé, quel que soit leur pays de destination depuis 20 ans, qui partent au Brésil, en Thaïlande, aux États-Unis, c'est quid de la sécurité sociale. Alors, lorsqu'on est résident au sein d'un pays de l'Union, on n'a pas vraiment de problématique de sécurité sociale. La problématique était pour les personnes qui partaient en dehors de l'Union. Et donc, le principe, c'est qu'elles n'avaient pas le droit à bénéficier de la sécurité sociale française. La règle a changé depuis novembre 2019. Si vous avez cotisé au moins 15 ans en France, vous aurez le droit à la sécurité sociale française. Alors avec un certain nombre de critères, avec une caisse un peu spéciale, mais c'est vraiment une avancée énorme. Et ça permet notamment aux retraités de pouvoir se soigner en France quasiment sans problème. Alors, il y a une petite incohérence sur est-ce qu'une maladie chronique rentre dans le cadre de ce remboursement? Selon les textes que l'on lit, c'est oui ou non, mais en pratique, pour l'instant, tout passe. Donc voilà, à côté de la fiscalité, il y a bien la problématique sécurité sociale. Et puis, dernier point, on ne l'a pas écrit parce que nous, on ne le gère pas de manière directe, mais on a un vrai sujet de transmission de patrimoine et de régime matrimonial. Votre régime matrimonial est par définition un régime matrimonial français. Lorsque vous allez vivre dans un pays, alors que ce soit dans l'Union ou en dehors de l'Union, on va considérer que le régime qui doit s'appliquer est celui du lieu d'habitation habituel, lieu de séjour habituel. Alors, c'est notamment l'affaire de Johnny Hallyday, si vous essayez de chercher un exemple. Donc, il y a lieu, en fonction de la destination, de se poser la question. Nous, on préconise, dans le mois de l'arrivée, si ça n'a pas été fait avant, la signature d'un testament, si on est dans un pays de destination qui peut poser problème. Alors, le Portugal ne pose pas véritablement de problème. Le Maroc et Israël, on préconise, nous, la signature de testament pour organiser une succession et notamment le régime matrimonial qui va évoluer entre les deux conjoints. Voilà, je vous ai présenté au nom des fiscalistes du cabinet CBA la thématique aujourd'hui sur l'expatriation fiscale. On est à votre disposition si vous avez besoin de rentrer plus dans des détails ou d'analyser des dossiers. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.